Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui comme paysannes, paysans et membres du public. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Union nationale des fermiers, c'est une organisation agricole au Canada qui défend l'agroécologie et la souveraineté alimentaire ancrée dans la justice sociale et économique au Canada et à l'étranger. Alors, c'est un vrai privilège d'avoir Colline et Véronique ici avec nous de la France. Véronique Rioufol, salariée de Terre de Lienne, est la coordinatrice des activités européennes et animatrice du réseau européen Access to Land, qui réunit des organisations de terrain qui facilitent l'accès à la terre pour les paysans en agroécologie. Colline Sauvran, aussi salariée de Terre de Lienne, est chargée de plaidoyer au sein du pôle plaidoyer et alliance en charge du développement de l'expertise de Terre de Lienne sur le foncier agricole et de l'animation du réseau sur les questions de politique publique pour développer les capacités de plaidoyer de l'organisation du local au national. Alors, je laisse l'explication de Terre de Lienne à nos présentateurs, mais je vais dire que c'est un exemple incroyable d'une organisation civique nationale qui aide les fermiers et paysans biologiques d'avoir accès à des terres et qui promouvoit aussi des nouvelles manières d'être propriétaire et de gérer la terre comme bien commun. Cette session ici, c'est la première d'une série d'ateliers mensuels en 2022, organisés par notre comité sur les terres agricoles de l'UNF. Le but de ces sessions, c'est d'éduquer nos membres sur les possibilités de régimes foncières non traditionnels comme première étape dans notre objectif à long terme de mettre en œuvre l'un de ces modèles afin de résister les inégalités sociales fondées sur la terre, de fournir un accès aux nouveaux agriculteurs, de démarchandiser les terres agricoles et de poursuivre la souveraineté alimentaire. OK. Alors, deux choses de plus, puis on commence. Premièrement, après que Colline et Véronique aient fini leur présentation, nous aurons beaucoup de temps pour les questions. Et deuxièmement, nous demandons que vous remplissez, s'il vous plaît, le Survey Monkey que nous avons envoyé par email. La raison pour ça, c'est que nous voulons collecter cette information alors que nous pouvons avoir un sens de ce que nos membres pensent de chaque modèle dans notre série. Alors, nous allons commencer. Est-ce que Véronique, elle est ici? Oui? OK. Parfait. Alors, Colline et Véronique, merci encore d'être ici avec nous. S'il vous plaît, souvenez-vous de parler plus lentement que moi, je pense. Probablement. Très, très lentement pour que Ronald et Yolande puissent traduire. Nous avons prévu 40 minutes pour votre présentation et 40 minutes pour la période de questions, si nous avons besoin de tout ce temps. Je vous dirai quand il vous reste 5 minutes et je vous passe le micro. Merci beaucoup pour cette introduction et un grand merci pour l'invitation. Je crois que Véronique et moi, on est très heureuses d'être avec vous ce soir, même si c'est en visio. J'espère que vous allez être très intéressés par cette présentation et n'hésitez pas à noter toutes les questions que vous avez pour approfondir la thématique à la fin. Donc, je suis Colline Sauvran et donc on va commencer
le partage. Est-ce que vous voyez bien en présentation complète le diaporama? Ouais. Et est-ce que le débit de parole est bon pour l'interprète? Bon, pas d'opposition, pas de demande de ralentir, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. À vous présenter Terre de Liens, qui est une organisation qui aura bientôt 20 ans l'année prochaine et qui œuvre pour soutenir l'accès à la terre pour une nouvelle génération d'agriculteurs. Alors, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante, ça c'est embêtant. Voilà. Avant de commencer à rentrer dans la présentation de Terre de Liens, on voulait vous présenter un petit peu le contexte agricole de la France, qui est très différent de celui du Canada. Vous allez vous en rendre compte avec les chiffres qu'on va vous présenter. Donc la France, c'est un pays qui fait 55 millions d'hectares. La moitié, c'est les surfaces agricoles. Donc, on a 26 millions d'hectares qui sont destinés à la production agricole. Mais même si c'est la moitié du territoire, la production agricole ne représente que 3,5% du PIB et 2,5% de la population active. On compte en France un petit peu moins de 400 000 fermes. La France a été un pays très agricole en termes de population jusqu'au milieu du XXe siècle. Et après la Seconde Guerre mondiale, s'est opérée une transformation importante du contexte agricole. Il faut savoir qu'en France, l'organisation du territoire se fait à tous les niveaux des collectivités. Donc, il y a des mairies au niveau des régions et enfin au niveau national. L'aménagement du territoire passe par des documents d'urbanisme qui répartissent les surfaces entre surfaces agricoles, surfaces potentiellement urbaines et surfaces déjà artificialisées. Avec nos 26 millions d'hectares actuels, la production agricole et l'accès aux terres est entièrement régulé. C'est-à-dire qu'à partir des années 50 et 60, l'État français a mis en place des outils très intéressants pour favoriser l'installation, mais aussi pour moderniser l'agriculture. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 2/3 des terres qui ne sont pas cultivées en propriété, c'est-à-dire que les personnes qui cultivent accèdent à la terre par un statut de fermage, donc par une location de la terre. Ce statut il a été mis en place en 1946 pour protéger les personnes qui travaillaient la terre par rapport aux personnes qui possédaient la terre. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'être paysan sans être propriétaire de sa terre agricole. Donc, ce statut, il protège très bien les paysans. C'est des contrats de location qu'on appelle des baux à long terme, c'est-à-dire minimum 9 ans, qui peuvent être reconductibles et qui garantissent une liberté de pratique culturelle pour le paysan sur la terre, même s'il n'est pas propriétaire. Pour contrôler l'accès à la terre, à la propriété de la terre, il y a également un organisme qui s'appelle la SAFER, qui est un organisme privé mais sous contrôle de l'État, qui va réguler l'accès, qui va réguler les ventes de terres agricoles et qui peut intervenir si une terre agricole est vendue trop cher et qui peut intervenir également si une terre agricole est vendue à quelqu'un, par exemple, qui possède déjà beaucoup de terres. Donc, c'est ce qu'on appelle le droit de préemption. La SAFER peut préempter une terre agricole pour attribuer cette terre plutôt à quelqu'un qui souhaiterait s'installer. Donc, elle a une mission d'intérêt général de favoriser l'installation, normalement, des agriculteurs. On verra plus tard que ce sont des missions qui sont assez
contournée aujourd'hui, ou en tout cas une capacité de régulation qui n'est pas suffisante au regard des évolutions actuelles. Et enfin, on a un contrôle des structures. Donc, c'est une politique qui permet de s'assurer que les fermes sont viables économiquement. Donc, elles imposent un minimum de surface pour pouvoir être paysan, mais aussi un maximum pour éviter l'agrandissement des terres. Donc, toute personne qui souhaite exploiter, qui souhaite être agriculteur, normalement doit demander une autorisation d'exploiter. Donc là, vous avez vraiment les éléments qui font le contexte, on va dire, de régulation des terres agricoles en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Déjà, on a un petit pays, mais avec beaucoup de population. Donc, on va avoir une dynamique d'artificialisation des terres, donc urbanisation, à raison de 55 000 hectares en moyenne par an, qui sont artificialisés, c'est-à-dire extraits de la catégorie de terres naturelles ou de terres agricoles. On a aussi une concentration des fermes, puisqu'aujourd'hui, on a de moins en moins de paysans, mais avec des paysans qui ont de plus en plus de terres. Alors, ça va vous paraître petit, mais en France, on est passé d'une surface moyenne par ferme de 20 hectares en 1970 à 70 hectares aujourd'hui. Une surface moyenne, une ferme moyenne aujourd'hui possède 70 hectares, ce qui pour la France commence à être une ferme importante. On a également des prix d'accès à la terre qui augmentent, puisqu'aujourd'hui l'hectare coûte plus de 6 000 euros contre 3 000 euros en 1997, même si cette augmentation est quand même très limitée par rapport aux voisins européens. Et enfin, ça c'est un sujet qui est très présent aujourd'hui en France, c'est que la population agricole est assez âgée, puisqu'en moyenne les agriculteurs ont 52 ans, et qu'on estime que d'ici 10 ans, entre un quart et la moitié des agriculteurs partiront à la retraite. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, les 2/3 des terres qui sont cultivées par ces personnes partent à l'agrandissement des voisins plutôt que de permettre l'installation de nouveaux agriculteurs, ce qui est un problème puisqu'on accélère la concentration des terres et l'augmentation de la taille des fermes. Alors. Colline, est-ce que tu peux parler un petit peu plus lentement? OK. Parfait. Merci. J'ai toujours un problème pour passer à la slide suivante. Je ne sais pas pourquoi. Je vais arrêter le partage d'écran et revenir. Excusez-moi, la diaporama ne veut pas. Alors, hop. Donc très rapidement, en France, l'agriculture biologique, l'agriculture que nous défendons aujourd'hui à Terre de Liens, quand on installe des terres, c'est en agriculture biologique. N'est pas très développée, même s'il y a beaucoup d'ambition de la France de développer l'agriculture biologique. Aujourd'hui, seulement 8,5% des terres agricoles sont cultivées en bio. Et par ailleurs, malgré les discours, on voit que dans la nouvelle politique agricole commune de l'Union européenne, la France a décidé de supprimer des aides au maintien de l'agriculture biologique. Donc, ça veut dire que des agriculteurs qui cultivaient en bio et bénéficiaient de subventions de l'Union européenne ne vont plus pouvoir bénéficier de ces aides. Et par ailleurs, de nouveaux labels comme le HVE, haute valeur environnementale, qui sont des labels qui sont très peu contraignants, mais que le gouvernement essaye de faire passer comme des labels environnementaux, alors qu'ils ne sont pas du tout contraignants. Donc, c'est très problématique aujourd'hui pour l'avenir de l'agriculture biologique.
Il y a aussi beaucoup d'opposition qui dit que si tout passait en bio, on aurait besoin de trop de terres agricoles. Alors, c'est vrai qu'en France, à production égale, si on produisait en bio, on aurait besoin de 45 millions d'hectares. Alors, la France, c'est 55 millions d'hectares, rappelez-vous. Clairement, on n'a plus 45 millions d'hectares à destiner à l'agriculture. Mais par contre, en réduisant de moitié notre consommation de produits d'origine animale, on aurait besoin seulement de 18 millions d'hectares en agriculture biologique pour nourrir la France, ce qui nous laisse encore 8 millions d'hectares pour faire du vin, pour exporter ou pour développer des productions non alimentaires. Alors, je vais passer la parole à ma collègue et essayer de remettre le diaporama en plein écran. Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Comme Colline, je suis ravie de vous rejoindre ce matin pour cet échange et cette présentation de Terre de Liens. Donc pour compléter ou poursuivre à partir de ce contexte français, commencer à vous présenter Terre de Liens et la façon dont c'est né, les racines de Terre de Liens. Et je pense que ce qui est important à retenir au sujet des racines de Terre de Liens, finalement, c'est que quand Terre de Liens est né il y a une petite vingtaine d'années en France, c'était un peu un ovni dans le paysage français, puisque jusqu'à présent, la plupart des organisations qui travaillaient sur les questions agricoles et de développement rural, c'était des organisations d'agriculteurs, c'était des organisations qui étaient nées au sein de la famille agricole pour traiter des questions d'agriculture, et notamment, vous le savez probablement, il y a un mouvement paysan très fort en France qui a soutenu depuis le début des années 80 l'agriculture alternative, l'agroécologie, l'agriculture paysanne, et finalement Terre de Liens a fait partie des premières organisations qui s'est emparée des questions agricoles, mais depuis un point de vue citoyen, en intégrant d'emblée aussi des acteurs de l'agriculture paysanne, des acteurs de la bio, mais en même temps, on intégrait des gens qui venaient du monde de la finance solidaire, des banques éthiques, on intégrait des gens qui venaient du milieu de l'éducation populaire, que je crois vous appelez éducation permanente au Québec en tout cas. On a intégré aussi des gens qui étaient, on va dire, des consommateurs, des mangeurs, des gens qui faisaient partie de mouvements qu'en France on appelle AMAP, donc Community Supported Agriculture. Donc ce lien, je vais trop vite. Véronique, oui, un petit peu plus lentement pour la traduction, s'il vous plaît. Parfait. Okay. Merci. Du coup, c'est cette idée de dire finalement, Terre de Liens est née au croisement de différents groupes, différents mouvements, différentes traditions, en s'emparant de l'agriculture, mais pour dire finalement l'agriculture, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire pas juste des paysans, pas juste des agriculteurs et pas juste de l'État, des chambres d'agriculture, des institutions agricoles, mais c'est bien l'affaire de tous les citoyens, parce que finalement, on est tous concernés par la façon à la fois dont notre alimentation est produite, mais aussi la façon dont les terres agricoles sont utilisées ou dont les terres en général sont utilisées pour produire de l'alimentation ou pour produire des agrocarburants, pour produire en conventionnel ou pour produire en bio, pour produire avec des modèles d'agriculture paysanne ou pour produire avec des fermes gigantesques en monoculture, avec des dégâts environnementaux. Tout ça, on considère que c'est des choix citoyens. Et donc, c'est bien, je dirais, dans notre carte d'identité, dans notre génome, dans notre carte d'identité génétique, qu'on retrouve ces différentes composantes et je dirais, ce pas de côté par rapport à une approche purement paysanne. Du coup, on l'a dit avec Colline, l'organisation va avoir 20 ans l'an prochain, mais finalement, on a démarré assez lentement. On a mis 5-6 ans à commencer à avoir des résultats, puisque au départ, en fait, le mouvement est né, l'organisation Terre de Liens est née à partir d'échanges qu'il y a eu pendant 4-5 ans autour de différentes formes de propriété collective de la terre, ce qui pourrait s'apparenter, je crois, chez vous, à des community farmland trusts, donc de la propriété collective autour d'une farm ou de quelques fermes, où finalement des gens sont partie prenante, parfois actionnaires, parfois co-administrateurs, co-gérants d'une ferme, en apportant à la fois un capital financier en plus de celui des fermiers, mais du coup aussi en s'impliquant dans la gestion de la ferme. Et il y avait un certain nombre de modèles comme ça en France, mais qui arrivaient un petit peu à bout de souffle, qui avaient beaucoup été développés dans les années 60-70 et qui avaient besoin de se renouveler. Et donc il y a eu un partage entre, on va dire, les acteurs de la Confédération paysanne, donc le membre de la Via Campesina en France, et les différents acteurs que j'ai nommés précédemment, les bio, les gens de la finance solidaire, les gens du développement rural, pour se dire finalement comment est-ce qu'on arrive à inventer des nouvelles formes d'accès à la terre
et de propriété et gestion de la terre qui permettent à la fois, finalement, c'est très proche des questions que vous posiez, Catherine, en introduction de cette session, permettre à la fois le renouvellement de génération, comment est-ce qu'on arrive à favoriser l'entrée de nouveaux agriculteurs, et notamment d'agriculteurs qui ne sont pas fils et filles eux-mêmes d'agriculteurs qui ne vont pas hériter d'une ferme, comment est-ce qu'on arrive à donner une priorité à l'agroécologie, aux agriculteurs qui veulent s'installer en agroécologie dans un marché foncier qui automatiquement, Véronique, mécaniquement, bonjour, c'est moi encore. Un petit peu plus lentement, s'il vous plaît. Je sais que Donc, c'est difficile. c'est difficile, oui. Je vais essayer Beaucoup plus. de temps. Nous avons beaucoup de temps, alors vous pouvez aller vraiment lentement pour Ronald. Merci. Donc l'idée c'était aussi comment est-ce qu'on favorise l'accès de nouveaux agriculteurs et de nouveaux agriculteurs en agroécologie, mais c'était aussi comment est-ce qu'on arrive à gérer collectivement des terres d'une autre manière, en mettant en place des modalités de propriété collective qui soient durables, qui soient pérennes et qui permettent aussi d'impliquer des citoyens. Et donc à nouveau cette idée de dire c'est pas juste les agriculteurs qui trouvent des solutions avec leurs proches ou dans leur entourage immédiat, mais on arrive à imaginer de nouveaux types de solidarité entre citoyens et producteurs, entre urbains et ruraux, entre les générations aussi, entre des gens qui ont plus ou moins d'argent. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser, à collectiviser ce travail-là pour inventer de nouvelles formes de propriété, de portage de la terre, et autour de ça, des nouvelles formes finalement, de démarchandisation de la terre. Comment est-ce qu'on arrive à sortir la terre du marché avec ces fonctionnements-là? Et donc, à partir de 2006, pour apporter une réponse concrète autour de ça, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, en France, en français, une foncière, qui est en fait un fonds d'investissement. Techniquement, et on pourra revenir dessus, enfin juridiquement, c'est une société en commandite par action. On vous expliquera ce que c'est, mais donc c'est une sorte de fonds d'investissement éthique et solidaire dans lequel on collecte de l'épargne de citoyens, environ 100 €, c'est-à-dire que n'importe qui peut acheter une part de 100 €, et avec ça, on l'investit pour acheter des terres agricoles. Et finalement, la foncière, donc cette organisation a été créée en 2006 et on a été dépassé par le succès puisqu'il y a eu immédiatement une énorme collecte qui a permis de réunir beaucoup plus d'argent que ceux auxquels on s'attendait et du coup d'acheter très vite des fermes et de pouvoir rendre opérationnelle cette vision qu'on avait déployée de démarchandiser la terre et de favoriser l'installation. En parallèle et progressivement se sont développées des associations régionales. Donc Terre de Liens, c'est à la fois des organisations nationales, on vous expliquera comment on fonctionne, mais c'est aussi dans chaque région une association. Donc dans chaque région française, il y en a 19 en France métropolitaine. On ne travaille pas dans les régions outre-mer, mais sur les régions métropolitaines, on a à chaque fois une association régionale qui va travailler au plus près pour conseiller les agriculteurs ou les futurs agriculteurs, pour mobiliser des citoyens, pour interpeller leurs collectivités locales ou les décideurs publics locaux, et puis pour connaître aussi la situation foncière locale qui est très différente. Alors on est un beaucoup plus petit pays que vous, mais malgré tout il y a des très très grandes différences régionales entre une région et une autre, et donc cette implantation régionale, elle nous permet d'être vraiment au plus près des agriculteurs et des citoyens, et au plus près aussi de la réalité du marché foncier. À partir de 2009, autre composante nationale de Terre de Liens qui se met en place, c'est une fondation Terre de Liens. Donc on a d'un côté une foncière et de l'autre côté une fondation. Et la fondation, finalement, elle va venir collecter des dons et des legs. Donc la foncière, elle collecte de l'épargne, et la fondation, elle collecte des dons et des legs, soit des dons et des legs en nature, soit des dons et des legs en argent, en cash. Des dons et des legs en nature, ça peut être des legs de, je sais pas, un appartement à Paris que nous, après, on gère ou on revend pour capitaliser cet argent-là, soit des dons ou des legs de ferme directement. Et à ce moment-là, on devient finalement propriétaire et gestionnaire de fermes dont on reprend la gestion. Et puis, la fondation, elle nous permet aussi, ce que ne nous permettait pas la foncière, d'établir des partenariats avec des collectivités locales, avec des municipalités, ce qui est aussi très important dans notre mode d'action, on y reviendra. Et c'est à partir de 2013 qu'on a commencé à co-acquérir des fermes, c'est-à-dire qu'avec des collectivités, c'est-à-dire que la collectivité achète par exemple les bâtiments et nous les terres, ou la collectivité co-acquiert avec nous l'ensemble bâtiments et terres, et on se partage les coûts pour que
la municipalité, finalement, elle aussi, ait un rôle actif dans le renouvellement des générations ou dans l'installation d'agriculteurs. Et je ne l'ai pas mentionné, mais la toute première organisation nationale, structure nationale qui s'est mise en place, c'est l'association qui aujourd'hui s'appelle Fédération, dans laquelle Colline et moi travaillons, qui est finalement un peu le garant de l'intérêt général, de l'intérêt public de Terre de Liens et de sa dimension citoyenne. Voilà en très rapide sur comment on a démarré. Pour compléter, finalement, j'ai commencé un peu à vous le dire en expliquant pourquoi, comment on avait démarré, pour compléter sur pourquoi on a démarré, quelles sont nos finalités de long terme. La première, c'est évidemment un enjeu de préservation des terres, Colline l'a dit, comme dans plein de pays du monde, les terres en France, les terres agricoles sont soumises à plein de pressions, notamment du fait de l'artificialisation, du fait qu'il y a de plus en plus d'urbanisation, de projets commerciaux, de projets d'infrastructures, etc., ou de rurbanisation, d'utilisation des terres à des fins de tourisme ou de loisirs. Du coup, le fait de changer le regard, en fait, en France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les terres agricoles étaient finalement considérées un peu comme une réserve foncière disponible pour ce qui était important, à savoir l'urbanisation et le déploiement urbain. Mais la valeur intrinsèque des terres agricoles, le fait qu'on a besoin de terres agricoles pour se nourrir, c'était pas vu comme un objectif en soi. Les terres, finalement, elles commençaient à prendre de la valeur quand elles avaient un potentiel urbain ou commercial ou touristique ou d'infrastructure. Et donc, toute une partie de notre travail, c'est de transformer ce regard-là et de dire non. En fait, aujourd'hui, on a tellement grignoté sur les terres qui sont disponibles, on est tellement en fragilité sur notre souveraineté alimentaire qu'il faut qu'on commence à changer de regard et à se donner comme objectif prioritaire de préserver les terres agricoles, donc préserver les surfaces agricoles au sein du territoire français, préserver aussi la qualité des terres agricoles, parce que je vous apprendrai rien, après 30, 40, 50 ans d'agriculture conventionnelle, les terres sont très dégradées, polluées, contaminées, érodées, avec des cours d'eau qui sont érodés, etc. Donc il y a aussi tout un enjeu de préservation environnementale des terres. Et puis après, il y avait une dernière dimension finalement qui est liée à l'idée de dire, pour bien préserver les terres, il faut aussi les libérer de la spéculation foncière et immobilière. Il faut réussir à avoir aussi une autre approche dans la façon dont on aborde les terres. Les terres ne sont pas avant tout un patrimoine financier ou un héritage, un patrimoine familial, mais c'est bien un bien commun ou une ressource commune qu'il faut qu'on arrive à se réapproprier ensemble. Et donc là aussi, il y a besoin d'un changement de regard et d'un changement de pratique et d'un changement de régulation publique, de réglementation publique sur la façon dont on aborde les terres agricoles. Donc vraiment, cette approche finalement qui nous amène à considérer d'emblée, depuis le départ, la terre comme un bien commun. Il y avait une deuxième dimension très forte, je l'ai dit un petit peu quand j'ai expliqué qu'on est une organisation citoyenne, en alliance et en intégrant en notre sein des paysans, mais on est avant tout une organisation citoyenne. L'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire de l'agriculture l'affaire de tous et de réussir à construire des nouvelles solidarités autour des terres agricoles, autour des paysans, parce que une des problématiques de ce qu'on peut observer, c'est aussi le très grand isolement des agriculteurs, qui peut se traduire chez nous notamment par un taux de suicide beaucoup plus important que dans toutes les autres professions, ou la plupart des autres professions, des difficultés économiques importante, une perte de sens dans le métier. Donc, c'est à la fois des solidarités, on va dire, très concrètes, financières, pour acheter ensemble des terres et les mettre à disposition d'agriculteurs de façon pérenne, mais c'est aussi réinventer ensemble le sens de l'agriculture, les liens entre consommateurs et producteurs, le type d'agriculteur qu'on veut, la façon dont on oriente les territoires, que ce soit bien des décisions collectives, partagées, débattus ensemble, et qu'on arrive à traduire ça par un ensemble de dynamiques collectives. Alors je le disais, ça peut être de l'épargne ou du don, mais ça peut être aussi de faire des chantiers participatifs sur une ferme pour un agriculteur qui commence, qui s'installe, qui est débordé par plein de choses, que nous on arrive à mobiliser des bénévoles de Terre de Liens pour venir l'aider à planter des haies, à dégager je sais pas quoi, une zone humide qui est encombrée, enfin voilà, faire réparer un bout de toit, faire des choses très 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 concrètes, mais que cette solidarité
là, finalement, elle s'incarne aussi de façon très, très concrète. La troisième finalité, le troisième objectif, c'est de contribuer au développement de l'agriculture biologique et paysanne. Je dirais là l'idée, enfin, le constat de départ ou la vision de départ, c'était de dire finalement, en touchant à la partie, en touchant aux terres agricoles, on arrive à impulser une double transition, une transition générationnelle et une transition de modèle agricole. Parce que finalement, la façon dont on va utiliser les terres, la façon dont les terres vont être affectées à telle ou telle personne, si c'est un jeune ou si c'est un grand agriculteur déjà installé qui s'agrandit, ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet sur l'emploi, ça n'a pas le même effet sur les territoires. En plus, ce que nous, on voit, je ne sais pas si c'est vrai aussi chez vous, c'est que la plupart des jeunes qui s'installent, enfin, il y a beaucoup plus de gens qui font de l'agroécologie parmi les gens qui s'installent que parmi les gens qui sont déjà installés. Donc, soutenir des nouveaux agriculteurs, c'est aussi une façon de soutenir l'agroécologie. Donc, pour nous, il y avait un lien très fort entre agir sur les terres agricoles et promouvoir cette double transition, cette double révolution qu'on voyait nécessaire pour assurer la durabilité de l'agriculture, qui était un changement de modèle agricole et un changement de génération. Donc on est vraiment là-dessus aussi comme objectif. Et je dirais la dernière vision, le dernier élément structurant de notre approche, ça a toujours été de dire oui, on va transformer les choses de manière très concrète. On est une organisation de terrain, pardon. Je vois le message dans le chat. On est une organisation de terrain et du coup, être une organisation de terrain, ça veut dire transformer les choses. Pardon, c'est pas que c'est mon enthousiasme en fait qui fait que je parle vite, pas que j'oublie que vous êtes là. C'est mon enthousiasme à communiquer ce qu'on est. Mais je fais à nouveau faire attention. Donc, la dernière dimension, c'est de dire on est une organisation de terrain et on a besoin collectivement de trouver des solutions très concrètes. Donc, on va, comme je vous l'ai expliqué, on va créer des solutions enfin, proposer en tout cas des solutions à travers un land trust, à travers une fondation, à travers des citoyens qui se mobilisent pour apporter des solutions très concrètes, acheter des terres, les mettre en location sur du long terme à des paysans en agriculture bio qui sont prêts à partager un certain nombre de valeurs et un certain nombre de pratiques avec nous. Et du coup, je dirais à chaque fois, pour nous, c'est un miracle presque. Enfin, je ne sais pas si la connotation religieuse est exactement ce que je cherche, mais c'est un accomplissement en soi. Chaque agriculteur qu'on arrive à accompagner dans son installation, chaque agriculteur qu'on arrive à rester en place parce qu'on arrive à sécuriser les terres qu'il pourrait perdre ou qu'il n'arrive pas à avoir, à chaque fois, c'est un succès formidable. Donc pour nous, le cœur de notre action est bien dans cette action concrète et les solutions qu'on peut proposer aux gens avec qui on travaille, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des municipalités, qui, par exemple, ont envie de développer une ceinture verte ou de développer de l'alimentation pour leur cantine. Toutes ces solutions concrètes qu'on peut apporter, pour nous, c'est formidable. Et en même temps, on a envie que ce soit un levier de changement politique. Donc, on a toujours été un peu sur un peu deux pieds. On est un peu comme un bonhomme à deux pieds. Un pied, on fait des solutions très concrètes, mais on veut que ces solutions très concrètes, on soit capable de les articuler sur des solutions, sur du changement politique, sur du changement de cadre politique, de législation politique. Et donc, on a aussi, et c'est ce que Pauline vous présentera tout à l'heure, tout un travail d'interpellation de responsables politiques, que ce soit au niveau très local ou au niveau national. Et donc, je continue un peu sur ce que sont nos métiers. Et je dirais nos trois métiers de base, j'ai commencé à l'aborder à travers un peu nos racines. Finalement, notre premier métier, c'est de mobiliser les citoyens. C'est de leur faire comprendre l'importance qu'il y a à ce qu'ils se préoccupent des terres agricoles et à ce qui prennent la parole sur comment les orienter. Et prendre la parole, ça peut être donner de l'argent, ça peut être investir dans la foncière, dans le land trust, ça peut être se mobiliser auprès des fermiers par des chantiers participatifs, ça peut être nous aider à collecter de l'argent. Donc, il y a plein de façons de se mobiliser. Ça peut être d'aller interpeller leurs responsables politiques en disant « mais là, il y a une friche agricole, pourquoi est-ce qu'on ne la maintient pas? Pourquoi est-ce que vous avez un projet d'urbanisation ?» Donc, des modalités de mobilisation et de prise de parole, elles sont
sont multiples, mais on le voit vraiment toujours à revenir sur cette idée. L'agriculture, c'est l'affaire de tous. Les terres agricoles, c'est à tout le monde de décider de comment elles sont utilisées. Donc, notre premier métier, notre base, c'est vraiment de mobiliser les citoyens. Notre deuxième métier, qui est tout aussi important et tout aussi essentiel depuis le début, c'est de conseiller des agriculteurs et de les accompagner dans leur accès à la terre, soit des agriculteurs déjà en place, soit des gens qui aspirent à devenir agriculteurs et qui n'ont pas d'accès à la terre, et notamment ce qu'on appelle en France les non issus du milieu agricole, donc des gens qui ne viennent pas qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui donc n'ont pas de terre en héritage, qui vont devoir se créer des réseaux sociaux et trouver les moyens financiers pour obtenir des terres sans hériter d'une ferme. Et donc là, on a tout un public particulièrement important, et c'est d'autant plus important que c'est un public qui était jusqu'à présent invisibilisé, qui n'était pas aidé ou très peu aidé et accompagné par les dispositifs publics. Et donc l'arrivée de Terre de Liens et puis d'un certain nombre d'autres organisations qui se sont développées aussi depuis le début des années 2000 pour aider spécifiquement ce public-là a fait qu'aujourd'hui, ils sont devenus une part très importante des nouveaux installés en agriculture en France. Donc des gens qui ne viennent pas du milieu agricole, certains d'entre eux qui sont des career changers, des gens qui changent de carrière, qui décident d'avoir une deuxième vie après une première vie professionnelle dans le graphisme, l'informatique, la gestion environnementale, quoi que ce soit, mais qui décident finalement de devenir agriculteur en deuxième vie professionnelle. Donc on a tout ce travail d'accompagnement auprès de ces agriculteurs ou futurs agriculteurs. Et puis bien sûr, notre troisième métier essentiel, c'est d'acquérir des fermes, donc d'acheter des fermes ou d'hériter ou de recevoir en donation des fermes, et puis de les mettre à disposition d'agriculteurs. Et on le fait en général avec des baux, donc sous des formes de location de très long terme, c'est-à-dire qu'on est très souvent sur des durées de location qui sont sur la carrière entière de l'agriculteur, en tout cas s'il le désire. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. Donc entre le moment où on signe et la retraite, on a des systèmes de location de terre qui sont très très protecteurs des fermiers en France, et on va avoir recours à ces modalités de mise à bail, de contractualisation avec les fermiers, qui sont très, très protectrices pour eux, avec une spécificité qui est qu'on signe toujours, nous, des baux avec une dimension environnementale, ce que Colline vous expliquera tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est vraiment notre troisième métier, c'est acquérir et louer des fermes. Et puis, deux métiers complémentaires, un que j'évoque rapidement ici, puis le deuxième que Colline déploiera. Notre quatrième métier qui s'est développé plutôt depuis 6-7 ans, on va dire, donc dans notre deuxième décennie d'existence, c'est tout un travail avec les acteurs du territoire pour travailler non plus seulement sur telle ferme ou telle ferme, mais avoir plutôt des approches territoriales en se disant, là, autour de telle ville, il y a un enjeu de maintenir une ceinture verte. Ou alors là, il y a telle municipalité qui nous contacte parce qu'ils ont envie d'augmenter la fourniture de produits bio pour la cantine scolaire, pour la maison de retraite, pour l'hôpital. Et du coup, ils cherchent à installer des agriculteurs, des agriculteurs bio. Peut-être qu'ils ont des terres en propriété publique, peut-être pas. Et du coup, ils nous contactent pour réfléchir avec nous à comment finalement réfléchir, pas juste comment est-ce qu'ils achètent de l'alimentation bio, mais comment est-ce qu'ils remontent en amont sur la création d'une filière bio en proximité de leur ville, pour que ce ne soit pas du bio qui vienne de l'étranger, mais du bio local, qui soit aussi créateur d'emplois, qui soit créateur de valeur ajoutée sur leur territoire. Donc on a petit à petit déployé avec d'autres organisations de terrain et avec des collectivités locales toute une réflexion sur des approches plutôt territoriales au-delà de fermes individuelles. Et la dernière dimension, je le mentionnais, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire ce lien entre nos actions de terrain et du changement politique, et ça, Colline vous l'expliquera tout à l'heure. Voilà, donc vous avez un panorama assez large de nos activités, de nos actions. Donc maintenant, on va essayer de vous expliquer concrètement comment est-ce que nous, on s'est structuré pour permettre ce panel d'activités. Donc, je vous ai remis ici les différentes structures de Terre de Liens, et on va rentrer à présent dans le fonctionnement de chacune, et à commencer par la foncière, qui est donc cet outil de collecte d'épargne citoyenne qui a permis à Terre de Liens, à partir de 2006, d'acheter des fermes en France et d'installer des paysans. Alors, une foncière, concrètement, c'est une société qui émet des actions, comme une société anonyme, par exemple,
sauf qu'ici, on est sur une société en commandite par action, c'est-à-dire que les actionnaires n'ont pas un pouvoir absolu sur la gestion de la société, mais elle confie la gestion de la société à une SARL, qui est une société anonyme à responsabilité limitée. Et donc là, la gestion, elle est partagée entre une banque de finances solidaires qui s'appelle la NEF, Terre de Liens, et une troisième personne qui a une petite part dans la gestion. Évidemment, il y a un conseil de surveillance. Donc aujourd'hui, on a 17 000 actionnaires, plus de 17 000 actionnaires. Donc ce sont des personnes physiques ou morales qui ont acheté des actions Terre de Liens. Et donc, une action vaut 100 €. Et donc, tout cet argent est mis au capital de l'entreprise, de la foncière, pour acheter des fermes. Alors, cette foncière Terre de Liens, cette structure est reconnue par l'État comme une entreprise solidaire et d'utilité sociale, d'intérêt économique général, et elle est certifiée finance éthique. Donc, en fait, ça, ce sont vraiment des reconnaissances qu'on a gagnées petit à petit auprès de l'État pour marquer l'intérêt de notre action pour l'intérêt général, et qui nous permet aujourd'hui de proposer des défiscalisations pour susciter l'intérêt des actionnaires et pour attirer de nouveaux actionnaires. Donc, en quelques chiffres, le capital de la foncière, c'est 118 450 000 €. Il y a 20% de ce capital qui est détenu par des institutions, donc qui ont placé de l'argent à un moment à la foncière. Il y a tout un système effectivement de barrières pour empêcher qu'il y ait une prise de pouvoir de la foncière, parce que c'est quand même une structure qui a de l'argent et qui est un propriétaire important de terres et de fermes en France. Ce qui est très important, c'est que c'est une structure certes financière, mais qui ne rétribue pas le capital. C'est-à-dire que pour nous, le fait de posséder une action, et donc quelque part d'être un petit peu propriétaire de la terre, ne signifie pas créer de la richesse. Ceux qui créent la richesse, c'est ceux qui travaillent la terre, ce sont les paysans, ce ne sont pas les actionnaires. Donc, pour attirer ces actionnaires en France, on a un système de déduction fiscale sur l'impôt. Donc, en fait, les personnes qui achètent des actions peuvent obtenir 25%, l'équivalent de 25% de la valeur de leurs actions en déduction fiscale. Il y a une condition pour être actionnaire et pour garantir la stabilité de la foncière, c'est d'acheter des actions pour au moins 7 ans. Donc, après 7 ans, on peut revendre ses actions. Et enfin, on peut décider d'acheter une de 10 actions et de dire cet argent-là, ces 1 000 € je veux qu'il soit attribué pour l'achat de telle ferme, ou alors je veux qu'il serve sur telle région. Donc, ça permet aussi aux personnes d'être plus proches on va dire, des projets sur le territoire. Et en termes de protection également, donc, 1/4 du capital est mis en réserve et 75% est utilisé pour acheter des fermes. Pas tous les jours, mais il y a un bon rythme quand même. Puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 250 fermes achetées par Terre de Liens. Colline, alors, ça vous laisse 5 minutes, plus ou moins. Déjà? Oui. Mais si c'est un peu plus long, ça va. Oui. Ouais, on va peut-être dépasser un petit peu. Lentement, c'est bien. C'est bien. On avait un exemple d'une ferme en fait qui a été rachetée par Terre de Liens et qui a permis à des personnes qui avaient des terres de s'assurer que leurs terres allaient continuer à être cultivées de la manière qui leur plaisait, c'est-à-dire en agriculture biologique. Et en fait, en achetant, donc c'est un verger, c'est des producteurs de fruits, et en fait, en achetant 17 hectares de terre, ça a permis de consolider une ferme, une personne qui était déjà installée, mais aussi d'installer 4 nouvelles personnes. Donc, juste avec l'achat de 17 hectares, on a 5 personnes installées et 5 personnes qui vont faire vivre aussi le territoire, créer de la valeur ajoutée sur le territoire, de la dynamique, puisque ce sont des personnes qui vendent, par exemple, leurs produits en AMAP, donc en circuit court. Et puis, c'est un projet qui a fortement mobilisé
sur le terrain. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu cette proposition d'acheter cette ferme, les personnes qui avaient envie de s'installer mais qui n'avaient pas l'argent pour acheter ont mobilisé Terre de Liens pour apporter, mais ont aussi fortement mobilisé les voisins, les amis, etc., pour apporter au capital de la foncière et pour permettre cet achat qui a permis de développer toutes ces activités. On pourra y revenir un peu plus tard, je vais essayer d'avancer, avec donc la fondation, qui est la deuxième structure, on va dire, financière de Terre de Liens, mais Véronique a déjà bien expliqué, hein, c'est donc une fondation reconnue d'utilité publique qui permet aujourd'hui de recevoir des dons en argent ou en biens, des legs, et donc qui permet également d'avoir un certain capital à investir pour acheter des fermes avec un enjeu de préserver les terres sur le très long terme, puisque une fondation reconnue d'utilité publique en France, ce sont les seules structures juridiques qui n'ont pas de fin. Elles existent ad vitam aeternam. Et donc, les terres qui sont en possession sont également des terres qui sont dédiées à l'agriculture, quelque part, jusqu'au bout, quoi. Et donc, il y avait cette idée que ça nous facilite aussi le travail avec les collectivités. Je pense que comme Véronique a déjà bien développé, je vais passer à la suite. Alors, on vous a dit, Terre de Liens, on essaye de favoriser l'agriculture biologique. Concrètement, comment ça se passe ? On a donc ce statut du fermage qui permet à des personnes qui ne sont pas propriétaires de cultiver des terres. Et donc, le bail rural, c'est vraiment ce contrat qui va établir les clauses en fait, de l'accès à la terre et de l'usage de la terre pour les fermiers. Terre de Liens a une spécificité, c'est que dans ce contrat, on peut mettre des clauses environnementales, c'est-à-dire imposer certains éléments de pratique pour protéger l'environnement, la biodiversité, les paysages et la qualité de l'eau. Donc évidemment, c'est un équilibre très important à avoir parce qu'on ne peut pas s'immiscer trop fortement dans les choix de production du producteur. Par contre, parce qu'on a cette vocation à protéger les terres agricoles sur le long terme, c'est très important de pouvoir s'assurer que les cultures, que les pratiques de culture sont respectueuses de l'environnement et permettent d'avoir une qualité de terre agricole sur le long terme. C'est à Véro. Donc ça, c'est les résultats de Terre de Liens à ce... Donc effectivement, pour concrétiser ou pour vous aider à voir finalement l'ampleur de ce qu'on a pu réaliser en un petit peu moins de 20 ans, quelques chiffres, quelques données. D'abord, on a, je vous le disais tout à l'heure et Colline l'a souligné aussi, l'importance de cette dimension citoyenne. Et aujourd'hui, pour nous, ça se traduit par le fait que 19 000 citoyens sont impliqués dans Terre de Liens de différentes façons, comme actionnaires, comme donateurs, comme bénévoles, bénévoles auprès des associations territoriales, bénévoles auprès des agriculteurs. Il y a différentes façons d'être bénévole, mais voilà, en tout et pour tout, on va dire, on a 19 000 citoyens, ce qui est assez conséquent. Enfin, pour un mouvement agricole en France, c'est un chiffre vraiment important. Et donc, on est notamment aussi reconnu pour cette dimension. Ça pose aussi plein de questions et plein de défis, mais en tout cas, on est vraiment content et fier de cet ancrage citoyen qui s'est consolidé au fil du temps. On a petit à petit aussi augmenté notre collecte d'épargne, puisqu'on a aujourd'hui réussi à collecter 124 millions d'euros, à la fois en épargne et en dons, donc à la fois dans la foncière et dans la fondation. Le capital collecté est de 124 millions d'euros, avec en plus une très très grande stabilité des investisseurs, puisque il y a très peu de gens qui investissent, qui finalement retirent leur investissement. Il y en a, mais il y a une grande fidélité, une grande stabilité des investisseurs et de l'argent collecté. Grâce à cet argent qu'on a collecté, on a pu accompagner l'installation ou le maintien, la consolidation de 206 fermiers. Je dis accompagner l'installation ou le maintien parce que ça arrive qu'on achète l'intégralité d'une
d'une ferme ou d'une terre sur laquelle va travailler un paysan, mais parfois on va juste acheter une des terres qu'il cultive. Et puis il en a d'autres en propriété directe, ou il en a d'autres en location auprès d'autres propriétaires, et peut-être dans un deuxième temps, quand la terre sera en vente, on essaiera de se porter aussi acquéreur pour petit à petit consolider sa ferme. Mais on n'a pas forcément d'emblée toute la terre d'un agriculteur. Et parmi ces 206 fermiers, on a à peu près un tiers de femmes et 10% de collectifs, donc des gens qui s'installent en collectif. Et quand on dit collectif, ça peut être 2, 3, mais ça peut être aussi 9, 10, 11, 12 personnes qui s'installent ensemble sur une ferme, qui est aussi un mouvement assez fort depuis quelques années en France, ces installations en collectif pour pouvoir finalement partager à la fois le sens et parfois la charge du travail agricole. Ces 206 fermiers, ils sont sur environ 200 fermes. D'ailleurs, du coup, je me dis que nos chiffres sont au moins un peu plus. Donc, je pense qu'il y a 2 dates différentes, mais on regardera ça pour vous donner les bonnes données. Ça représente à peu près 7000 hectares de terre. Qui sont donc dédiés à l'agriculture bio, à l'agriculture paysanne, avec une dimension environnementale, comme l'expliquait Colline à l'instant, à travers les baux environnementaux. Donc ça, je dirais, c'est vraiment sur le volet acquisition, notre action directe d'acquisition et location de terre. Mais en plus, et ça aussi, c'est pour nous un travail vraiment important et dont on est très fiers, on arrive à accompagner à peu près 1 millier d'agriculteurs qui sont en recherche de terre, qui ont envie de s'installer, qui ont envie de concrétiser un projet agricole et qui n'arrivent pas à trouver des terres ou qui n'arrivent pas à faire aboutir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des agriculteurs qu'on accompagne et qu'on aide à s'installer qui sont en recherche de terres depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, qui n'arrivent pas à trouver des terres parce que les gens ne veulent pas leur faire confiance, parce qu'ils enchaînent des petits boulots, ils enchaînent des apprentissages, ils enchaînent du travail agricole sur différentes fermes, mais soit ils n'arrivent pas à décrocher de prêts bancaires, soit les agriculteurs installés, les cédants qui partent en retraite, leur font pas confiance parce qu'ils viennent pas du monde agricole, ou parce qu'ils sont pas du village, ou parce qu'ils sont pas de la région, ou parce qu'ils arrivent, je sais pas quoi, avec les cheveux longs, avec une vision de l'agriculture bio ou en circuit court, etc., etc. Donc cette dimension d'accompagnement des futurs fermiers, des aspirants fermiers, c'est vraiment une dimension qui est super importante de notre travail, dans cette idée de dire on contribue à la relève générationnelle. Et enfin, on accompagne aussi des dizaines de partenariats avec des collectivités d'ampleur plus ou moins grande, des fois qui passent par de l'acquisition de fermes avec les collectivités ou pour des collectivités, des fois qui consistent simplement, par exemple, à faire du repérage de terres, du repérage de friches ou du repérage d'agriculteurs qui vont bientôt partir à la retraite. Et donc, qu'est-ce qui va advenir de leurs terres ? Est-ce que leurs terres, elles vont partir à l'agrandissement ? Est-ce qu'elles vont être achetées par les voisins juste pour faire des fermes plus grandes, ou est-ce qu'il y a encore espoir de trouver quelqu'un pour reprendre cette terre-là? Donc ça, c'est aussi des types de projets qu'on peut mener avec des collectivités. Donc des fois, avec les collectivités, on fait aussi des travaux d'acquisition de fermes, mais pas forcément, ça peut être des choses assez différentes. Ça nous arrive aussi de travailler avec des collectivités pour acheter une terre et finalement faire un incubateur, un farm start, comme vous dites, je crois, au Canada. Donc voilà, ça peut être des types de coopération avec les collectivités qui sont très, très différentes. Et ce que vous voyez apparaître sur la droite, sur la carte, c'est la carte des terres. Alors, pareil, elle n'est pas complètement actualisée, pardon, pour cette carte un peu ancienne, mais c'est pour vous donner un peu une idée de la répartition des terres. Et donc, aussi du fait qu'on est à peu près partout, mais, et on pourra le commenter si ça vous intéresse, il y a quand même des endroits où c'est plus facile pour nous d'être implantés que d'autres, et notamment là où, pour ceux qui connaissent peut-être un peu l'agriculture française, là où vous voyez un petit peu des trous, où on a moins de fermes, c'est les zones de grande culture, de céréales, où on a beaucoup plus de mal à s'implanter et à intervenir pour acquérir des fermes. Peut-être qu'on peut conclure sur les nouveaux enjeux, Véro. J'essaie de passer le diapo pour pas trop. Je te laisse conclure sur ça, et puis à la fin des questions, on reviendra peut-être sur le plaidoyer et le réseau Access to Land. Oui, bien sûr. Du coup, ça, je vous ai décrit tout à l'heure nos métiers
de base, de départ, nos métiers centraux. Et puis finalement, au fil du temps, à mesure qu'on a été de plus en plus connus, qu'on s'est consolidé, qu'on est devenu... voilà, qu'on s'est déployé sur le territoire, qu'on a été de plus en plus reconnu et aussi de plus en plus interpellé, sollicité par différents acteurs. On a été amené à commencer à développer des nouveaux métiers. Le premier de ces métiers, c'est accompagner la transmission des fermes. En fait, il se trouve qu'on a été de plus en plus sollicité, non pas seulement par des jeunes agriculteurs ou des moins jeunes agriculteurs, mais des agriculteurs qui cherchent à s'installer, mais aussi par des agriculteurs plus âgés qui se posent la question de leur transmission, de la transmission de leur ferme, qui ont envie, et je pense notamment au départ, c'était beaucoup des pionniers de la bio ou de la biodynamie qui se posaient la question du maintien de leur ferme en bio ou en biodynamie, mais finalement, avec le vieillissement de la population agricole en France et la reconnaissance de plus en plus importante qu'il y a des gens il y a à nouveau, je dirais, des gens qui ont envie de devenir agriculteurs et qui parfois, comme je le disais tout à l'heure, ne viennent pas du monde agricole. Finalement, il y a de plus en plus de gens qui sont dans leur fin de vie professionnelle en tant qu'agriculteurs qui nous contactent en disant qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Moi, j'ai envie que ma ferme, elle reste une ferme. J'ai pas envie qu'elle soit achetée par les voisins. J'ai envie que ma ferme, elle reste une ferme que ce soit un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de production, que ce soit un lieu qui reste un lieu important pour les voisins, pour les consommateurs locaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et donc, on est amené aujourd'hui de plus en plus à travailler avec eux, à la fois pour les aider à penser la façon dont ils peuvent préparer la succession, préparer leur ferme, mais aussi du coup accepter que les agriculteurs qui vont venir sur leur ferme, les nouveaux, ils vont pas forcément reprendre leur ferme à l'identique, et donc on a aussi un travail d'intermédiaire à faire pour faciliter cela. Donc voilà, un premier bloc de nouveaux métiers autour de la transmission des fermes. Un deuxième bloc qui est un peu similaire autour de l'accompagnement des propriétaires privés. De plus en plus, il y a des gens, des propriétaires qui ne sont pas forcément eux-mêmes agriculteurs, mais qui ont des terres, qui sont louées et qui nous disent moi, mes terres, j'aimerais bien qu'elles soient en bio. J'aimerais bien qu'elles servent pour l'alimentation locale. J'aimerais bien qu'elles servent pour des circuits courts. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un nouveau fermier qui va développer cette forme d'agriculture qui correspond à mes valeurs? Donc, on est aussi en train de développer un nouveau métier pour dialoguer avec des propriétaires qui ont envie d'orienter leurs terres d'une certaine façon qui correspond aux pratiques agricoles que nous, on a envie de soutenir et de promouvoir. On a aussi, je vous le disais tout à l'heure, on a à peu près 20 000 personnes qui sont aujourd'hui impliquées dans Terre de Liens. On a à peu près 2 000 bénévoles actifs. Mais ça implique aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on accueille ces bénévoles, comment est-ce qu'on les fait monter en compétences, comment est-ce qu'on les amène à aussi eux-mêmes se positionner sur ces nouveaux métiers, parce qu'on a des bénévoles qui vont se trouver sur ce que je disais à l'instant, à accompagner des gens qui prennent leur retraite, à dialoguer avec eux. Et donc, comment est-ce que c'est pas juste nous, les salariés, mais aussi des bénévoles qui sont en position de dialoguer avec des collectivités, avec des fermiers, avec des propriétaires, etc. Et puis, dernier enjeu important pour nous, qui s'est vraiment consolidé ces dernières années, c'est finalement, Colline vous l'a dit, et ça fait partie de nos valeurs et de notre charte depuis le début, c'est de développer l'agroécologie, de développer l'agriculture paysanne en agriculture biologique. Et donc, je dirais un peu intrinsèquement, il y a une attention pour la dimension environnementale et pour la biodiversité sur les fermes. Mais finalement, on s'aperçoit que au-delà de cette affirmation de principe que la bio, c'est bon pour la biodiversité, mise en œuvre sur les fermes, on ne sait pas toujours ce que ça donne, on ne sait pas toujours le mesurer, on ne sait pas toujours être dans des démarches de progrès pour que ça porte vraiment ses fruits, pour aussi voir qu'est-ce qui pourrait aider à ce que ce soit plus efficace, plus effectif sur les fermes. Et puis, on est aussi de plus en plus pris en France et en Europe. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez vous aussi, mais finalement, on est de plus en plus pris dans un débat à la fois pratique et politique sur finalement face à des organisations environnementales que nous, on considère comme nos alliés et avec lesquelles on partage plein de valeurs et plein d'objectifs, mais qui, pour une partie d'entre elles, vont finalement arriver à un rejet global de l'agriculture en disant l'agriculture, les agriculteurs sont un peu... pardon, je cherche mes termes, irréformables, ils ne vont pas changer. L'agriculture,
intrinsèquement va continuer à polluer, va continuer à détruire la biodiversité, va continuer à polluer l'eau. Et donc, en fait, il faut avoir des zones sans agriculteurs, sans activité humaine, parce que c'est ça qui va nous permettre de protéger vraiment la diversité. Et nous, c'est pas du tout la vision de l'agriculture qu'on porte. On a envie d'une agriculture qui soit insérée dans les territoires, qui soit compatible complètement avec l'environnement. Et donc, travailler vraiment sérieusement sur la biodiversité et le faire main dans la main avec des organisations environnementales, c'est aussi pour nous une façon de dépasser ce débat entre des acteurs qui veulent préserver des terres en dehors de toute activité humaine et notamment de toute activité agricole, et puis de dire, bah voilà, il va y avoir des terres qui vont être finalement pourries, polluées par les agriculteurs, mais nous, on aura à côté nos réserves avec une protection de biodiversité. Donc nous, on essaye aussi de prendre vraiment sérieusement cette question de la biodiversité pour ne pas se retrouver coincé dans ce débat-là. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colin et Véronique. C'était vraiment fantastique. Merci aussi à Ronald et Yolande pour traduire assez vite.